Bonsoir Lat. Bonsoir Sanji et merci. Nous sommes sur la 4e soirée, la dernière. Oui. Demain, vous pourrez retrouver l'ensemble des vidéos dans un montage long. Intégral, exactement. Eh bien, on a fait presque le tour de la question de l'excision, mais il reste encore cette lueur d'espoir et les réparations. Oui. Est-ce que c'est le cas? Oui. Il y a des réparations possibles. Oui. Cela dit, les maux subis physiques, cela reste. Ça, c'est une réalité. Exactement. On a passé beaucoup de temps ensemble ce mois-ci pour préparer ces capsules vidéo. Ouais, c'est beaucoup de temps de travail quand même. Est-ce que tu peux nous dresser un bilan de cette action, puisque ce soir c'est la dernière diffusion? Oui. Merci Sanji de nous avoir encore donné cette opportunité. Et ce que je voulais dire, c'est que d'abord je viendrai sur les conséquences qui sont hyper dramatiques que les femmes elles-mêmes ont dévoilées, ont échangé à visage découvert, avec beaucoup de force, beaucoup de ténacité, beaucoup en tout cas de puissance, d'engagement pour pouvoir effectivement accepter de nous parler de cette situation-là. Et nous les remercions bien sûr parce que franchement elles ont été franchement très fortes. Elles ont été très fortes. Mais comme tu viens de le dire Sanji, une lueur d'espoir peut effectivement combler cette situation, cette problématique douloureuse avec ce que les propositions de Pierre à travers véritablement les orientations, à travers tous les dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir effectivement aider et accompagner les femmes pour éventuellement une réparation ou éventuellement en tout cas un soutien. Ne serait-ce que psychologique pour la suite de leur vie, parce que c'est très important. Maintenant, en termes de bilan, c'est que nous sommes évidemment hyper ravis d'abord de se rendre compte que le film a été très bien vu. Nous avons plus de centaines de personnes qui ont regardé le film via le lien qui a été effectivement proposé. Nous avons aussi eu le temps de filmer plusieurs habitantes qui nous ont donné de leur temps, de leur en tout cas force, de leur ténacité pour pouvoir effectivement partager avec nous ces douleurs, ces difficultés, ces moments difficiles qu'elles ont vécu durant leur vie. Et nous avons aussi, avec les associations aussi, partagé un certain nombre de choses qui raffermissent des liens, qui nous permettent aussi de nous donner du courage pour porter encore des événements et des actions et des projets dans le futur. Donc ce sont des choses très positives que nous notons aujourd'hui. Nous en remercions aussi la Maison de Bégon, que nous avons déjà remercié sur le fil de tout ce que nous avons fait. Et nous, aujourd'hui, nous positionnons, surtout l'association Fête des Habitants, qui travaille beaucoup avec ces femmes relais, leur dire qu'effectivement cette association elle est là, nous tous aussi association on est là, mais pour les accompagner, pour les aider, si ces femmes ont besoin effectivement d'être accompagnées dans ce sens-là, des contacts pourraient les être en tout cas mis à leur disposition, et un accompagnement en tout cas pourrait être là pour les soutenir, aider à transgresser ou à sortir de cette situation-là, ou à en tout cas mieux vivre leur vie sur le plan au niveau général, de manière générale. Merci Ilat, merci beaucoup. C'est sur ces paroles que nous concluons cette action aux Arts Citoyennes réussite plurielle numéro 4. Exactement. Voilà, peut-être un 5e l'année prochaine sur un autre sujet ou une autre modalité de faire. C'est ça. Merci Ilat, on a été très contents de travailler avec vos deux associations, l'AFIA et AfriConsult, de se rencontrer également. Oui. À nouveau, ça fait longtemps qu'on n'avait pas échangé. Oui. Et j'en profite aussi, Sanji, pour remercier l'ensemble des associations avec qui nous partageons le collectif et que la situation ne nous permet pas de nous retrouver et qui sont toujours à nos côtés, nous accompagnent à distance, nous envoient des mails, nous donnent leurs idées à travers leur téléphone, à travers en tout cas tout, et que nous continuerons à exister, à collaborer malgré le contexte de la situation difficile. Et nous nous projetons sur les grandes actions d'été qui vont être bientôt en cours avec peut-être le FIGAS si les conditions le permettent pour leur mise en œuvre, et toujours avec l'accompagnement de la Maison de Bégon et les autres associations du collectif. Eh bien, on laisse découvrir les dernières images. Voilà.
À bientôt, Lat, merci. Merci Sanji et grand merci à l'ensemble de l'équipe. Maintenant, quand je pense à l'excision, j'ai du mal à la supporter. Même voir une dame qui veut exciser sa fille, si quand même moi je la vois, je la conseille de ne pas faire. Parce que c'est pour détruire la vie de sa fille. Moi, je n'ai pas eu cette protection, mais moi, je vais protéger ma fille de l'excision. Je ne vais jamais exciser ma fille. Elle dit qu'elle a peur pour ne pas qu'on lui fait du mal comme avant. Donc, elle ne sait pas si la réparation, ça va se passer comme l'excision. Donc, c'est ça qui l'inquiète un peu. Elle va, si ça existe et que ça fait pas mal, donc elle veut vraiment réparer. J'ai quitté mon pays car ma belle famille m'a mis la pression. Elle a menacé de kidnapper ma fille, pour l'exciser, pour la purifier. Je faisais la honte à ma famille, je leur portais atteinte à leur honneur. Pourtant, avec mon mari, on était d'accord de ne pas l'exciser. Mon mari a fini par céder. C'est pourquoi j'ai perdu tout espoir en lui. C'était la fin de notre histoire. Je me suis séparée et je suis partie revivre dans la maison familiale. Mes parents sont morts tous les deux. Et ma belle famille ne m'a pas laissé tranquille, élever mes propres enfants. J'ai été déterminée à changer la norme sociale. J'ai décidé de préparer mon départ, discrètement, pour sauver ma fille de cet acte barbare. Je ne voulais pas qu'elle ait le même sort que moi. Mes parents m'ont gâché la vie. Je ne leur en veux pas, car ils étaient illettrés. Par contre, j'en veux à mon mari, qui lui ne l'était pas. On a fait tous les deux des études universitaires. On a souffert. Je ne comprends pas pourquoi il a voulu reproduire la même chose avec notre fille. De mes missions à l'étranger, j'ai commencé à voir que dans d'autres pays, c'était différent. La femme peut être indépendante. Elle a le droit de choisir sa vie, son mari. J'ai voulu faire pareil. J'ai fait tout le contraire de ma tradition. Je suis tombée enceinte. J'ai cru que j'étais forte et j'allais m'assumer. Mon ventre s'est arrondi et la peur s'est installée. Malheureusement, le poids de la société, de la famille, a été plus fort que moi. J'ai commencé à avoir peur, très très peur, pour ma vie et celle de mon enfant. Je ne connaissais pas à l'époque le sexe de mon enfant, mais je me suis dit, si c'est une fille, elle aura le même sort que moi, subir le poids de cette tradition, être soumise, excisée comme moi. Je ne voulais pas ça. J'ai décidé de fuir loin pour me protéger et protéger mon enfant. Quelle est la pratique? Quelle est la stratégie? Oui. Quels sont les dispositifs qui sont existentiels? Alors, la première chose qui est très importante, c'est que, premièrement, on peut en parler. Hein, ça, c'est très important, c'est ce qu'on a déjà dit, mais je crois que c'est la première chose. La première étape, c'est ça, finalement, arriver à en parler. Hein, et donc, tous ceux qui peuvent entendre puissent l'entendre, et puis voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des professionnels de santé, il y a des associations, il y a des associations locales, il y a des associations ailleurs, on pourrait donner éventuellement des adresses, hein, je crois que c'est important, il y a des recours. Après, quelles sont les possibilités de réparation? On a en gros deux voies. Il y a la voie chirurgicale pour réparer le clitoris. On peut le faire actuellement. La chirurgie réparatrice. La chirurgie réparatrice. Hein. Alors, il y a pas beaucoup de chirurgiens qui s'en occupent, mais il y en a. Hein. Il y a une personne à Tours qui s'en occupe. Il y a à Chartres aussi. Et après, il y a dans la région parisienne. Hein. Voilà. Donc là, alors pour avoir les adresses, je crois que le mieux c'est de s'adresser à des associations. Voilà. Il y a notamment une association ici qui est le planning familial. Hein, qui s'occupent de plein de choses, hein, mais notamment de ça, qui sont ouverts sur cette pratique. Aussi. Après, il y a la réparation psychologique, hein, et ça, c'est aussi important. Alors, pour revenir à la réparation chirurgicale, on ne garantit pas, en fonction des dégâts, finalement, on ne garantit pas qu'il y ait toujours... à la normale. Hein, d'où l'importance de la prévention, mais il y a quand même
pour les personnes qui ont été excisées, il y a des possibilités, hein, comme je disais, de réparation du clitoris qui peut ramener à une vie sexuelle plus normale. Mais après, il y a aussi ce qu'on voit dans des témoignages. Il y a des dégâts qui sont irréversibles, comme la stérilité, etc. Mais bon, voilà. Hein. Mais il y a des recours possibles. Il y en a encore, alors, c'est bien il est important, je crois que c'est très important, la loi est répressive, mais elle est aussi préventive. Hein, je crois que c'est important. Et ce qui est important, c'est pas d'être toujours répressif, mais aussi c'est d'en appeler à la raison, hein, à la raison de l'homme et de la femme, enfin voilà, d'en appeler à la raison et d'expliquer pourquoi il vaut mieux ne plus faire ça. Hein. Les lois qui sont répressives, mais c'est des lois qui considèrent qu'il y a atteinte, soit carrément homicide finalement, hein, puisque quand il y a un enfant qui meurt, n'importe, c'est un homicide involontaire peut-être, mais c'est voilà, hein, mais c'est réprimé, hein, ça relève c'est un crime, ça relève de la cour d'assises. Et puis il y a aussi quand il y a des dégâts faits, des mutilations, on n'a pas le droit en France et dans d'autres pays aussi de mutiler les gens pour des raisons qui sont pas médicales. Je veux dire, bien sûr, des fois on est amené malheureusement à mutiler des gens, mais c'est parce qu'il y a un bénéfice après, mais pas là. On n'a pas le droit de mutiler des gens. Donc là aussi, c'est un crime, ça relève de la cour d'assises. Hein. Ça, c'est ce qui est le côté répressif. Le côté préventif, c'est finalement, on a par exemple la notion, hein, en tant que professionnel de santé, que il y a un risque pour un enfant, que on sait que il est d'origine, enfin ses parents sont d'origine africaine, qu'il va retourner en Afrique pour des vacances, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Hein, par exemple, hein. Ou bien un enfant qui va dire de ce qu'il va dire d'une copine ou d'un truc, on se dit tiens, il y a quelque chose qui se passe. On peut faire un signalement. Hein. Et donc là, il y a deux possibilités de signalement. C'est soit ce qu'on appelle la CRIP, ça relève du conseil départemental, soit au procureur, si c'est vraiment très grave et voilà, imminent, au procureur de la République, on peut faire un signalement. Et là, les professionnels de santé sont délivrés de leur secret médical, ils sont même dans l'obligation de le faire. Si on sent quand il y a un risque pour une personne, notamment un enfant, hein, que ce soit ça ou que ce soit des coups, n'importe, on est dans l'obligation légale de faire la déclaration. Hein. On peut pas fermer les yeux. Hein. C'est ça. D'accord. Voilà, en gros. Ça, c'est une déontologie professionnelle. Tout à fait. C'est quoi cette sensation quand vous dites quand vous nous démontrez ce côté de lueur d'espoir en se disant que oui, un jour, dans cette société traditionnelle, on peut abolir et arrêter cette pratique de l'excision qui est quand même vraiment, qui date des siècles, comme vous le savez. Effectivement, à la fin de mon écriture du scénario, j'ai eu du mal pour la fin. Et cette fin, de finir comme ça, était vraiment pour moi une belle victoire. Une victoire parce que je sais que voilà, il y a le gouvernement qui est là en place, mais notamment dans certains pays, les traditions dont les chefs de certaines ethnies, c'est très très important. Les chefs, exactement. Un pouvoir fort. Un pouvoir très très fort par rapport à ces. Et donc j'ai rencontré un chef chez nous. Et quand je suis partie échanger avec lui, il m'a dit clairement, Zalissa, moi je suis contre l'excision. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait beaucoup de bien pour finir mon scénario. Au lieu de le finir, voilà, je l'ai fini comme ça. Et effectivement, voilà, comme Monsieur Pierre disait tout à l'heure, il y a ces associations qui existent. Donc, faut pas que les femmes, les mamans hésitent d'aller les rencontrer, peu importe dans le pays là où on se trouve, notamment ici en France, là où nous savons que c'est vraiment interdit. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui retournent dans leur pays et qui refont ça. Mais et ceux qui ne se vivent pas ici en France, de ne pas hésiter d'aller voir vraiment les associations ou les mairies ou les chefs de village qui sont contre l'excision et de continuer dans cette lancée, quoi. Mais je pense qu'il y a de l'espoir. Oui, je voudrais dire quelque chose tout à l'heure. Vous parliez justement, vous vous étiez accusé finalement d'avoir été dévié par la France d'une certaine façon des pratiques ancestrales. Je crois qu'il y a un problème identitaire. Oui, c'est sûr ça. Et ça, il faut travailler là-dessus en disant on peut garder son identité tout en modifiant ses pratiques. C'est ça. Hein, en évoluant, mais on peut garder son identité.
On ne met pas en cause, en mettant ça, l'identité de l'Afrique. Exactement. Voilà. Oui. C'est seulement, voilà. Je crois que c'est très important. Ça, Et c'est cette compréhension est très très importante parce que quand les femmes même me parlaient, elles avaient l'impression comme si elles renonçaient, ça, elles perdaient leur identité. Oui, voilà. Je crois que c'est très important. Et ça, c'est une forme d'aliénation. Oui, Alors, absolument. si vous arrêtez ça, ben, vous ne faites plus partie de votre communauté, vous êtes aliéné. Alors que on peut ne pas être aliéné. Mais tout ce qui n'est pas bien dans une culture, on peut la rejeter, et tout en gardant ce qui pourrait être encore mieux pour nous. Ça sert à rien. Voilà. Mais il faut pas qu'on se ressemble tous dans le monde. Il faut garder des différences. C'est très important. C'est une richesse. C'est tout à fait voilà, il faut pas l'uniformité. Je crois que c'est important. Il faut pas qu'on considère que de changer une pratique. Voilà, je crois que c'est très important. La diversité est une richesse. Voilà. La diversité après, de la richesse, c'est dans la, comment je peux l'appeler, c'est dans la valeur de la pratique. Il y a des valeurs qui sont quand même, pour l'instant, qu'il faut remettre en cause, qu'on doit garder. Mais certaines doivent être mises en cause pour des soucis de progression, en fait, parce que nous sommes dans un monde qui progresse, nous sommes dans un monde qui se modernise de plus en plus. Nous avons le droit de faire certaines choses aujourd'hui, mais qu'on n'avait pas le droit il y a certaines années. Donc voilà, c'est ça, cet esprit, cette liberté que nous aspirons et que je pense que pourrait changer le monde d'un côté positif pour nous tous. C'est ça. Et je me rappelle qu'il y a une femme qui m'avait posé une question à Paris quand j'étais partie. Il l'interrogeait. Elle m'a demandé, Zalissa, toi, tu as été baptisée? J'ai dit oui. Elle me dit, tu vois, pour moi, c'est la même chose. Et j'ai dit, ah ouais. Et elle a souffert par rapport à la réparation. Elle m'a dit, toute sa vie, elle avait connu que ça. Et 40 ans plus tard, on a fait la réparation. Donc, vraiment, heureusement, il y avait ces associations comme Association GAMS qui sont là, qui accompagnent les femmes qui étaient auprès d'elle. Et ben, c'était une double souffrance parce que voilà, elle a connu que l'excision et un jour, elle se fait réparer. Donc, ça remettait tout en question, sa vie de femme, tout, voilà. Donc, notamment, dont vous avez mentionné, ce côté écoute est très important pour ces femmes, les accompagner, les aider à vraiment à se construire comme il faut et puis aussi à protéger leurs enfants. Oui. Le GAMS, c'est une association très importante. Malheureusement, elle n'est pas sur la région. Oui, ouais. Comme moi, j'avais fait un peu le tour de la France et notamment certains pays, j'ai rencontré Association GAMS, Femmes Solidaires aussi, qui luttent contre ces mutilations. Donc, ils m'ont vraiment beaucoup accompagné. Comme je disais tout à l'heure, vous servirez de personnes ressources à des personnes qui pourraient en avoir besoin pour ça. Et nous serons des interférents avec l'association La Fête des Habitants, avec Mme Asna Fraisse qui fait beaucoup de travail avec ces femmes habitantes relais. Donc, c'est très, très, très important qu'on puisse continuer à apporter des informations à celles qui en auraient besoin pour le suivi donc, de cet état de fait. Bon, il y a une Ludivine Calvez-Robillard qui nous a envoyé une question sur l'âge réalisé de la réalisation de cette pratique de l'excision. Est-ce qu'il y a l'âge prérequis? Il dit, ouais, il faut le faire à 5 ans, 7 ans, à 12 ans, 15 ans, j'en sais rien. Et en outre aussi, en fonction de quoi le moment est-il choisi? Bon, voilà. Et tous les contextes pour demander, est-ce que l'âge, vous avez ça? Est-ce que vous avez une question? Quand j'ai fait le tour, pour témoigner ces femmes, beaucoup se souvenaient de ce qui s'est passé. Donc, d'autres me disaient qu'elles avaient 7 ans, d'autres 3 ans. Même malgré à 3 ans, elle se souvenait de tout ce qui s'est passé. Donc moi, dans le film, j'ai choisi Aïcha à 7 ans, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont subi ça avant. Donc tout à l'heure, la jeune fille qui témoignait. 3 ans aussi. Qui était sur le plateau, qui témoignait. Comment elle s'appelle? Il y a quelqu'un qui a témoigné qu'elle a vécu à 3 ans et qu'elle se rappelle aussi de tout ce qu'elle a vécu. C'est ça. Et il y a une communauté guinéenne un jour qui m'a invitée. Et dans les échanges, il y a une femme qui m'a dit que maintenant, il faisait même cette excision directement à la maternité. Et là, j'ai dit, oh là. Et donc, du coup, je pense que voilà, il n'y a pas vraiment d'âge. Moi, dans le film, j'ai choisi Aïcha 7 ans, sachant que cette petite fille qui n'a pas été excisée, et beaucoup de femmes, même sur le plateau, n'étaient pas excisées. Vraiment, ça l'a traumatisée lors du tournage. Elle a pleuré vraiment. Elle est venue me voir après en me disant, Tata, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça, donc voilà. Ça prouve qu'il n'y a vraiment pas d'âge, quoi. Oui, je confirme. Enfin, il y a des, suivant peut-être les ethnies, il y a des âges différents. Ce qu'on constate peut-être, c'est qu'il y a peut-être l'âge est plus précoce.
peut-être pour être sûr que ça soit fait. La deuxième chose, vous parliez de la maternité fait. Les études montrent que c'est pas parce que c'est fait dans des pratiques par des professionnels de santé que les risques sont moins grands. Que les complications ne seront pas... Ils sont pareils. D'accord. D'accord. Et une question aussi, peut-être que j'ai recueilli, ça pourrait être pour Pierre. Au jour d'aujourd'hui, y a-t-il encore des pays qui pratiquent l'excision? C'est encore toujours une question. Et qu'en est-il en France? Vous avez abordé un peu la question en disant ceux qui partaient en vacances, des choses comme ça. Oui. Donc ça aussi, c'est une question que je trouve plus intéressante. Alors, elle a été posée par Soumia Rachla. Oui. Alors, j'ai pas quelque chose d'exhaustif là-dessus. Moi, j'ai un peu une pratique parce que, comme je disais, j'ai travaillé à l'éducation nationale en PMI. Donc, personnellement, je n'ai pas été affronté à ce genre à cette problématique dans mes fonctions, mais elles n'ont pas été très longues non plus. Peut-être que j'ai été aveugle, hein, c'est possible aussi, que des fois on passe à côté. Hein. Mais il y a d'autres. J'ai interrogé là, depuis 15 jours des collègues. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où il y a en effet des pratiques. Je sais que j'ai une collègue qui travaillait avant en région parisienne. Elle disait qu'il y a des excisions qui se faisaient bien sûr les personnes envoyées en Afrique, mais il y en a qui se faisaient sur place. Hein, mais c'est caché, voilà. Donc ça se pratique encore malheureusement. Hein. Je pense que c'est très à la marge. Hein. En région parisienne, il y a beaucoup de monde aussi. Ici en Indre-et-Loire, puisque j'ai travaillé en Indre-et-Loire sur ces, on n'est pas affronté à ce genre de problème. Il y en a sûrement, il faut ouvrir sûrement un peu les yeux, hein, parce que... Et je voulais aussi rajouter, parce que là, je pensais que quelqu'un allait poser cette question. La plupart des lieux là où j'étais, les gens me demandaient, ils disaient, est-ce que l'excision est faite partout en Afrique? Oui. Et je précise que non. Non. Je dis non, c'est pas partout en Afrique, et notamment même dans les pays là où l'excision est faite, c'est pas dans toutes les ethnies. C'est ça. Donc voilà, pour que les gens puissent prendre connaissance que vraiment c'est pas partout en Afrique, et puis c'est pas partout dans les ethnies. Voilà, donc il peut arriver que dans il y a des familles qui le font et juste à côté le voisin ne le fait pas. Donc ça prouve que vraiment c'est pas dans toutes les familles, dans toutes les ethnies. C'est un acte communautaire. Exactement. Certaines communautés, certaines ethnies le font. Et si on voit sur la carte de l'Afrique, on se rend compte que c'est de la Corne de l'Afrique, ça veut dire en Éthiopie jusqu'au Finistère, c'est-à-dire au bout du Sénégal. Et que toute cette partie qui traverse l'Afrique centrale, donc pratiquement, mais à des degrés différents. Oui, parce qu'il peut monter jusqu'en Égypte aussi, mais à des degrés vraiment très tout à fait. Je suis allé au Niger. Au Niger, il y a très peu, finalement. Il y a très peu, aussi bien dans les statistiques que voilà, on voit pas. Suivant les ethnies, hein, c'est, voilà. Et Pierre, moi je voulais vous poser une question. Oui. J'espère que je pourrai y répondre. Comme je vous ai sur le plateau, je vais profiter. Au fait, moi je me rappelle que j'avais rencontré le docteur Foldes, hein, qui a fait un peu le tour du monde pour faire cette réparation. Et puis dans mes rencontres aussi, j'avais rencontré la communauté des gens du voyage et qui m'ont parlé de ça. Et qui ça m'a vraiment beaucoup surpris, mais c'est pas de la même manière dont ils font l'excision comme dans certains pays. Et à l'époque, le docteur Foldes m'avait parlé d'un comprimé. Donc j'ai compris les médicaments qui jouaient un peu le rôle comme un peu l'excision en France ici, et que ça a été arrêté. Ce médicament a été arrêté il y a plus de 50 ans maintenant. C'était notamment donc si une femme avait des problèmes psychologiques, il y avait des médicaments que ces femmes prenaient et qui faisaient des effets secondaires comme l'excision. Je vais vous demander de donner votre dernier mot. Je crois que ce qui est important, moi en tant que professionnel de santé, c'est que comme je disais tout à l'heure, la haute autorité de santé a donné des recommandations. Je pense qu'il faut qu'elles soient diffusées aux professionnels pour que finalement on sache que ça existe, hein, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, et puis que on a quelque chose à faire là-dedans. Et remercier aussi la Fête des habitants qui est avec la directrice Madame Asna Press. Asna, s'il te plaît. Je veux juste rajouter un mot. Je pense que Lat a tout dit. Merci à vous tous. Juste un combat que on a mené avec Omo parce qu'il est venu ici pour se sauver, hein, et sauver son enfant. Aujourd'hui, juste avant-hier, on a eu la reconnaissance
Et ça, c'est vraiment un combat qu'on a mené tous les deux. Et je suis très, très contente pour elle, pour avoir un statut de réfugié. Voilà. C'est ça. Mais là, je voudrais aussi vraiment citer aussi que dans le soutien, dans la réparation aussi, je pense que ça va être ça. Tout ce qui peut être considéré comme réparation, le soutien des femmes, des services, pour qu'elles puissent intégrer ce statut de réfugié, parce que ça les intègre dans une société. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de témoigner à visage découvert, pour aussi donner envie à des femmes qui n'arrivent pas à franchir le pas et dire non à cette tradition, non à cet acte barbare. Donc, ils veulent leur donner envie, même s'ils sont loin. Donc, c'est un combat qu'ils mènent comme votre combat lors de la réalisation de votre film. Donc, c'est sur ce qu'on vous donne la parole de clôture. Moi, je parlerai plus et ça va être un moment de... Merci à toutes et à tous. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été un super moment. Et puis, me déplacer jusqu'à ici, c'est vrai que ça fait plus de presque 10 ans. Mais à chaque fois qu'on m'invite autour de ce sujet, je n'hésite pas de prendre ma valise et d'aller. Parce que je suis qu'une simple réalisatrice, donc je ne maîtrise pas ce corps médical ou ce côté association dont je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui sont sur le terrain et qui sont les premiers acteurs de ça. Mais voilà, j'encourage toujours ces associations, le corps médical, à continuer ce combat. J'encourage ces femmes de continuer à combattre. Et puis, je l'ai dit qu'un jour, on y arrivera tous vraiment à pouvoir faire quelque chose et se dire, ce n'est que du passé. Nakadi, 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 kolama. Yeah, nakadi, kolama.